Et puis, tout de suite, nous allons nous rendre encore du côté du téléphone pour parler à Maître Karine Barrette, chargée du projet Amélioration de la pratique judiciaire au sein du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Bon après-midi, Maître Barrette. Bonjour, bon après-midi. Ça va bien? Ça va bien? Merci de l'invitation. Oui, de rien. Alors, on parle de briser les silos pour protéger les femmes victimes de violences. Est-ce qu'il y avait un secret de l'omerta dans cette situation? Quel silence on veut briser? Bien, en fait, c'était plus qu'il y avait des partenaires qui travaillaient très fort, chacun de leur côté, Mhm. sur des aspects de la violence conjugale, sur des aspects que les victimes subissaient. Et l'idée, c'est de dire, chaque partenaire souvent avait un morceau du casse-tête, un morceau du puzzle. Et l'idée, c'est de les mettre ensemble, donc en brisant le cloisonnement, les silos. Quand on apprend à partager des informations, à communiquer, à comprendre aussi les limites de chacune des fonctions. Hein. Vous comprenez que les intervenantes dans les maisons d'aide et d'hébergement n'ont pas le même rôle que les policiers, policières, que les procureurs, que les avocats en droit de la famille, en immigration. Alors, si on comprend mieux les rôles de chacun, ben, on se partage en fait la responsabilité d'établir un filet de sécurité auprès de la victime. En fait, moi, j'ai toujours vu ces gens-là travailler ensemble. Le policier Mhm. qui est contacté va amener éventuellement ou conseiller à la personne victime une maison d'hébergement et ensuite c'est les gens de la maison d'hébergement qui vont aider la personne, etc. J'ai toujours vu une forme de collaboration et pourtant, il m'a manqué quelque chose, n'est-ce pas? Ben en fait, c'est tant mieux. Je suis contente de vous entendre constater qu'il y avait déjà des beaux partenariats établis dans les ressources que vous connaissez. C'était déjà le cas effectivement dans certaines régions du Québec ou dans certaines communautés du Québec. L'idée, c'est de répliquer justement ces belles collaborations, cette concertation-là qui existait dans certains coins et de s'assurer que c'était reporté dans toutes les régions. Et puis, parfois, les relations étaient déjà bonnes, par exemple, entre des maisons d'aide et d'hébergement et les policiers et policières. Et là, l'idée, c'est peut-être d'aller plus loin, donc d'inclure d'autres partenaires judiciaires, que ce soit les CAVAC, que ce soit encore les avocats en droit de la famille, en immigration, de parler de certaines ressources que les gens peut-être connaissent moins, donc Rebâtir, hein, qui est une ligne de conseil juridique gratuit pour les victimes de violences sexuelles et conjugales, peu importe le revenu dans tous les domaines de droit. Donc, parfois, quand on connaît de nouvelles ressources, ça permet de faire tomber des obstacles. Mais je suis heureuse d'entendre que, justement, vous étiez déjà témoin de belles collaborations entre les acteurs. C'est vraiment important. Mais est-ce qu'on a remarqué que le fait que la collaboration n'ait pas été totale et complète, que ça a déjà désavantagé des dossiers, surtout des dossiers judiciaires justement, laissant libre cours aux personnes comme agresseurs, n'est-ce pas, de s'en tirer et facilement? Bien, je vous dirais que ce qu'on constate, c'est que justement, quand il y a une bonne communication, quand il y a de bons échanges rapides entre les partenaires socio-judiciaires, c'est que ça permet d'être plus agile dans la réponse. Donc, il peut y avoir un flux d'informations qui circule plus rapidement. Les gens, ils ont un langage commun aussi, donc ils ont une compréhension similaire des interventions. On travaille notamment à faire connaître le contrôle coercitif, donc, la vision élargie de la violence conjugale, du fait que ce n'est pas que de la violence physique, mais que c'est plein de manifestations, d'exemples de contrôle dans le quotidien et que c'est excessivement dangereux. Et je vous dirais que plus les acteurs sont au courant du danger que représentent ces formes de contrôle, bien mieux le filet va être établi. Ils vont être à même de dépister plus rapidement que la victime a besoin d'un filet de sécurité, qu'elle a besoin d'être référée vers des ressources. Et c'est en ce sens-là qu'on mise à continuer d'améliorer, dans le fond, les pratiques pour que les gens puissent être vigilants, tout le monde ensemble, donc d'être capable de dépister. Alors, plus vous avez cette collaboration-là avec un langage commun, plus il va y avoir une compréhension de la dangerosité et donc dans la mise en place rapide
de pistes de solutions pour prendre soin des victimes. Par exemple, récemment, un accusé, on va le dire, peut-être en attente de procès ou même suite à son procès, qui a eu ce bracelet, qui a pu décocher le bracelet. Comment les acteurs du milieu pourraient justement utiliser cet événement-là pour éventuellement protéger l'avenir de ce élément, hein, n'est-ce pas, qui empêche le contact avec justement les victimes pour justement protéger les victimes. Comment on pourrait réagir de manière à protéger davantage les victimes dans un cas comme ça? Bien, en fait, par rapport au bracelet, toute la technique du bracelet électronique et tout ça, je vais laisser le ministère de la Sécurité publique se pencher sur justement un post-mortem de cette situation-là précise. Mm-hmm. Mais je vous dirais que généralement, quand on constate que, puis là, je parle pas du cas précis, vous précisez, mais juste en général, quand on constate que un accusé ou une personne contrevenante ne respecte pas les limites du système, donc par exemple, s'il y a eu des ordonnances de non-communication, de ne pas s'approcher, et qu'il n'y a pas le respect des limites, bien déjà là, hein, on a un facteur de risque, on a un signal d'alarme par rapport à la dangerosité de l'individu. Et puis, c'est pour ça que c'est important pour les acteurs judiciaires de documenter tout le contexte de la relation. Hein. Donc, comme par exemple, quand les policières interviennent lors d'un appel, donc de ne pas s'arrêter sur qu'est-ce qui a initié cet appel-là, mais vraiment de regarder c'est quoi la dynamique, c'est quoi le schéma, le pattern de la relation pour voir est-ce qu'on est face à un individu justement qui n'accepte pas la séparation, est-ce qu'il y a une séparation qui s'en vient, comment il réagit à tout ça, est-ce qu'il surveille la victime, est-ce qu'il la traque, est-ce qu'il lui envoie des textos, est-ce qu'il regarde sa géolocalisation par GPS. Donc, c'est ça qui est à tenir en compte. Et puis, quand on se trouve devant un individu, comme vous mentionnez, qui ne respecte pas les limites du système ou encore qui ne respectent pas les conditions qui sont émises par le système ou encore la volonté de la victime, c'est là qu'on doit vraiment lever un drapeau rouge par rapport à la situation et de prendre des mesures supplémentaires. Est-ce qu'on demande dans ce cas-là aux policiers d'être plus proactifs, de prendre les devants plutôt que d'avoir à déplorer un meurtre ou une violence beaucoup plus grave, autant incarcéré, et même si on n'a pas toute la preuve? Mais c'est intéressant comme question. En fait, effectivement, il faut comprendre que, comme vous le savez, les policiers travaillent avec le code criminel, avec les infractions existantes et tout ça. Mais je vous dirais qu'il y a une immense volonté. Il n'y a pas un policier ou une policière qui souhaite être la dernière personne qui soit intervenue auprès d'un auteur de violence et finalement un féminicide se produit. Il y a une très grande mobilisation, une très grande volonté de la part des corps policiers présentement au Québec de justement en apprendre davantage sur la violence conjugale et d'être plus apte, plus habilité à détecter les signes avant-coureurs. Donc, d'aller dépister justement au-delà de la violence physique, au-delà des infractions, d'être en mesure de mieux reconnaître les signes de contrôle dans la relation, les signes de dangerosité. Alors, ils travaillent déjà avec un aide-mémoire qui vise à prévenir l'homicide du partenaire intime. Ils ont des outils en ce sens-là. Et du côté du regroupement, on donne justement de la formation aux différentes organisations policières. Il y a une forte demande à la fois du côté des patrouilleurs, mais aussi des enquêteurs pour justement être plus à même de dépister et de prévenir l'escalade de violence, de prévenir les féminicides auxquels vous référez. Donc, on est heureuse d'entendre, il y a du chemin à parcourir encore, mais il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture. Il y a vraiment une grande volonté d'être en mesure de mieux détecter, de mieux le documenter pour pouvoir aussi nourrir le travail des procureurs de la couronne qui doivent ensuite amener les dossiers devant les juges. Est-ce qu'il va y avoir bientôt une véritable rencontre, un face-à-face entre tous ces acteurs-là, de manière à se parler vraiment les yeux dans les yeux? Je vous dirais que dans le cadre du projet sur l'amélioration de la pratique judiciaire, depuis octobre 2021, on a déjà un comité consultatif qui se rassemble 5 fois par année avec des acteurs, justement toute la chaîne d'acteurs socio-judiciaires, pour se parler, comme vous dites, yeux dans les yeux, amener les enjeux, trouver des pistes de solutions. Et puis les séminaires régionaux sur lesquels on travaille donc depuis décembre 2023,
donc se déroulent à travers le Québec dans différentes régions et sont l'occasion justement de rassembler dans une même salle, la même journée, en présentiel, des acteurs judiciaires pour justement qu'ils puissent échanger, parler des difficultés, trouver des pistes de solutions, voir comment est-ce qu'ils peuvent s'entraider pour mieux prévenir les homicides et assurer une meilleure liberté et sécurité des femmes. Donc, on essaie de créer des occasions justement pour que ces acteurs-là puissent échanger et devenir un village, dans le fond, qui vient protéger la victime et ses enfants. Mais vraiment, c'est une belle initiative et puis je vous en félicite pour tout ça. La maître Karine Barrette, chargée du projet Amélioration de la pratique judiciaire au sein du regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. Je vous remercie, maître, d'avoir pris du temps de nous parler de ce beau projet. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.